change de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par 2 femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Nous nous étions parlé en juin 2020, car mon invité d'aujourd'hui avait été choisi comme Sista par Jonathan Cherki, fondateur de Content Square. Et c'est depuis New York que Jonathan nous avait pitché Adapte mon web. Et j'ai le plaisir donc aujourd'hui d'accueillir à nouveau à mon micro et dans notre nouveau format de 40 nuances de Sista, Marion Ranvier. Salut Marion. Bonjour Solène. Alors Marion, quand on avait échangé, tu étais, et tu es d'ailleurs toujours, la fondatrice d'Adapte mon web. Et quelques mois plus tard, à l'automne 2020, Adapte mon web a été racheté par Content Square. Et tu es également aujourd'hui donc la déléguée générale de la fondation Content Square. Donc tu vas nous expliquer tout ça, oui, et tout ce chemin. Mais avant ça, je te propose cet exercice incontournable des entrepreneurs qui est le pitch. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Alors Marion, Adapte mon web. Alors Adapte mon web, c'est parti d'un constat. On s'est rendu compte que dans le monde, plus d'1 milliard de personnes sont en situation de handicap et ont des difficultés à naviguer et à lire le contenu en ligne. Et à contrario, 70% du web n'est pas accessible. Pourtant, l'accessibilité numérique aujourd'hui, c'est régi par des lois et des référentiels. Et pour qu'un site soit accessible, il faut qu'il soit codé avec les 75 critères du référentiel américain ou les 106 critères du référentiel français. Mais même s'il y a des lois, les entreprises ne se mettent pas en conformité. Donc, on a eu l'idée de créer Adapte mon web, qui est une technologie d'assistance qui permet aux utilisateurs finaux qui naviguent sur les sites de personnaliser leur confort de lecture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, il y a un tableau de bord qui apparaît sur le site quand notre techno est inséré sur le site web et que l'utilisateur final peut aller modifier en temps réel la police, la taille de la police, travailler sur le contraste, activer une synthèse vocale. Tout ça pour avoir une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension de ce qu'il lit en ligne. Et un meilleur accès aux informations également. Tout à fait. Tu as un background qui n'est pas de développeur. Tu as fait plutôt une école de commerce, je crois. Comment on se lance dans ce sujet qui paraît très tech, du coup ? Écoute, finalement, par des rencontres. Moi, je travaillais chez Lagardère. C'était ma toute première expérience professionnelle sur la chaîne Gulli, la chaîne pour les enfants. Et j'avais très envie de créer un projet entrepreneurial, mais avec un impact social. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait développé une plateforme d'aide à la lecture pour les élèves dyslexiques. Et étant moi-même dyslexique, ça m'a beaucoup parlé. Donc l'idée, c'était de créer un profil de lecture et d'adapter en fonction des documents numériques, en fonction de ce profil de lecture. Cette société était en mauvaise santé et donc cette personne m'a proposé de reprendre en fait cette boîte. Et donc en fait le projet est d'abord parti d'une reprise d'entreprise. D'accord. Et je me suis rendu compte que l'accessibilité était beaucoup plus large que ça et finalement si on pouvait adapter des documents numériques, pourquoi on pouvait pas adapter du web ? Donc c'est la transition s'est faite comme ça et puis après j'ai aussi été très bien accompagnée parce que j'ai repris du coup cette société avec mon papa qui lui avait un background très très tech, donc il m'a accompagnée et chapeautée sur cette partie technique pour que moi je garde la partie très stratégique et opérationnelle et vision. Mais c'est intéressant parce que je ne savais pas que c'était une reprise à la base. Oui, c'est une reprise à la base. Et tu t'imaginais entrepreneur ? Oui. Parce que finalement, j'ai baigné là-dedans depuis toute petite. Mon papa, entrepreneur, qui a monté pas mal de boîtes, je le voyais toujours avec plein d'idées dans la tête. Oui, très rêveur et je me disais mais c'est génial, il a cette liberté au quotidien de pouvoir créer des choses, créer des choses qui lui parlent, où il a envie d'aller, de chercher des nouveaux projets. Donc oui, j'ai envie de te dire que j'avais envie, mais un projet entrepreneurial avec un impact. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et dans la reprise, il y avait des collaborateurs ?
qui était déjà là? Non. On a créé toute l'équipe. Il y avait pas de collaborateurs. En revanche, tu reprends quand même un passif, tu vois, avec une boîte qui avait été créée en 2015. Moi, je l'ai repris en 2018. Donc, tu vois, il y a quand même eu des choses. Donc, je me suis retrouvée à faire des salons où les gens venaient me voir en me disant vous êtes Edodis, et j'étais là oui. Et il y avait du coup un passif avec les anciens fondateurs, et donc il fallait tout remettre à plat, comprendre ce qui avait été fait, comprendre ce qui avait été dit, ce qui avait été dit aussi dealé en off, tu vois, et qui n'était pas vraiment qu'on m'avait pas vraiment briefé sur le sujet. Donc effectivement, c'était assez. Et comment on s'en sort de tout ça? Écoute, j'ai eu pas mal de galères pour être transparente, parce que voilà, quand tu reprends une boîte, tu reprends tout le passif, tout le package. Je crois qu'il faut remettre à plat tout ça. Et puis la chance que j'ai eue là-dedans, c'est de me dire que j'avais envie de travailler sur un sujet. Donc c'était le sujet de l'accessibilité numérique, et finalement le produit existant, il y allait avoir un autre pendant, donc un produit B2B et un autre B2C, et donc finalement de remettre tout à plat, de créer une équipe aussi, de fédérer une équipe autour d'un sujet, parce que finalement, il faut aller leur pitcher aussi cette vision de où on veut aller. L'accessibilité numérique, on en entend de plus en plus parler, notamment avec les périodes de confinement qu'on vient de vivre. On se rend compte que laisser de côté 15% de la population, aujourd'hui, c'est inacceptable. Mais en 2018, c'était encore un sujet peu connu. Donc, pourquoi on se lance là-dedans et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire avec tout ça? Et du coup, un changement de branding aussi? Un changement de branding, totalement. Et ça, comment ça se passe? Finalement, quand t'as la main, tu vois, tu t'as envie de donner un peu ton identité. Le branding était plus par rapport aux marques. Comment on arrive à leur faire prendre conscience de cette notion d'accessibilité numérique, d'inclusion numérique, et comment on leur donne envie de travailler avec nous. Parce que finalement, on était un peu intrusif, tu vois. On installait une ligne de code dans leur site, et il y avait un plugin qui apparaissait sur leur homepage et sur tout leur site. Donc, comment aussi tu travailles avec les marques pour que ce plugin ne soit pas vu comme un énième plugin que tu installes, mais plutôt comme quelque chose où les boîtes ont envie de communiquer dessus, et communiquer en externe sur cette mission inclusive, et c'est sur cette responsabilité d'inclusion pour leurs utilisateurs finaux. Et en termes de financement, comment vous avez fait au début? Écoute, au début, c'était des fonds propres. Ouais. Donc, je crois que la vie d'entrepreneur, il faut faire des paris, tu vois. Il y a un risque. Et donc, au début, on a commencé en fonds propres. Et puis après, j'ai eu la chance de pas mal pitcher mon projet. Et on avait été lauréat d'un projet du CCAH. On avait une très belle subvention à la clé. On a aussi une très jolie subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour continuer nos développements sur une expérimentation d'usage. Donc voilà, ça passe aussi par là, mais c'est vrai qu'au début, on saute un peu sans parachute. C'est le propre de l'entrepreneur. C'est le propre de l'entrepreneur. Tes premiers partenaires, tu te souviens quand tu es allé en rendez-vous? Oui, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'allais en rendez-vous avec une mallette, où dans cette mallette, il y avait des lunettes qui simulaient en fait des troubles, et notamment des déficiences visuelles. Parce que finalement, toute la complexité de l'accessibilité numérique, c'est que quand on n'a pas de troubles, on se rend pas compte quelle est la difficulté quand on navigue en ligne. Donc j'arrivais avec ma mallette, avec des lunettes énormes, et je leur disais, voilà, ça c'est une dégénérescence maculaire, ça c'est une pigmentation de la rétine. Et ça t'as travaillé avec des ophtalmos? Oui, on a travaillé avec des pros de santé et des chercheurs spécialistes en troubles cognitifs pour se dire quelle adaptation permet une meilleure lisibilité en fonction de ta pathologie. Et de leur faire vivre l'expérience, du coup. Exactement. Là, l'idée, c'était vraiment de leur faire vivre l'expérience. Et souvent, ça fonctionnait à 100%, parce que quand tu as ces énormes lunettes où tu vois réellement rien, tu te dis effectivement, pour 15% de la population, c'est vraiment très handicapant au quotidien. Donc j'arrivais déjà avec ma mallette, ils me regardaient en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle vient nous pitcher ce projet. Et puis après, du coup, en découlait une vraie conversation sur pourquoi on lance ça et pourquoi les entreprises se doivent plus inclusives. Au-delà de mettre leur site en conformité, c'est aussi, tu vois, pour aller chercher des nouveaux talents. Aujourd'hui, je trouve que les gens ont envie de bosser dans des sociétés qui ont une responsabilité sociale et qui communiquent dessus. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce discours. Mais finalement, il y a 3 ans,
temps, c'était un peu précurseur, tu vois, sur certains sujets. Donc voilà, je me rappelle, oui, effectivement, de mes premiers rendez-vous avec ma petite mallette et mes lunettes. Et cette techno, tu l'as proposée principalement en France ou tout de suite, t'as proposé aussi sur d'autres pays? Principalement en France, mais j'ai fait le CES de Vegas en 2019 et en fait très vite on a eu des demandes de sites américains et notamment du groupe Seb où on a équipé leur site type Tefal ou Roventa. Donc finalement en fait ça a été un peu nos premiers clients en plus français, mais du coup pour des sites US. Donc on a très vite équipé des sites aux États-Unis aussi. Ta plus grosse difficulté avec ce projet au début? Je pense que c'est d'ailleurs une difficulté qui persiste, c'est l'évangélisation. Ouais. Pourquoi, comment, pourquoi on se lance là-dedans et montrer finalement le bénéfice d'avoir un web inclusif et accessible. Et je me rends compte, enfin tu vois, je suis toujours dans l'évangélisation du sujet, même 3 ans après. Donc c'est ce qui me motive aussi au quotidien. Mais c'est vrai que parfois c'est une difficulté parce que j'arrivais en rendez-vous, tout le monde. J'étais très bien accueillie. Enfin, tu vois, c'est un projet social. J'étais toujours très très bien accueillie, mais c'était pas une priorité. Tu vois, c'était pas on top des agendas des dirigeants. Et donc on me disait, c'est magnifique, on vous recontacte dans quelques mois. Et quand t'es une start-up, bah finalement, t'as pas le temps d'attendre quelques mois. Non, quelques mois, tu vois, ça peut être très long. Et parfois, c'était vraiment très très long. Et donc t'as le temps de changer 1000 fois de modèle économique, peut-être le temps même de plus exister. Et du coup, ça, c'était une vraie difficulté, tu vois, de vraiment montrer l'importance et l'urgence aussi, tu vois, du sujet. Et d'ailleurs, dans ces rendez-vous-là, ton type d'interlocuteur, parce que tu interviens sur une techno, sur du site internet, donc on pourrait penser au directeur marketing, on peut penser au DSI, on peut penser aux dirigeants, mais on peut aussi penser aux responsables RSE. Du coup, tu tapais à quelle porte? Un peu toutes les portes. Et c'est effectivement aussi une difficulté, c'est que tu as beaucoup de personas. Comme tu es une techno, que tu t'intègres sur un site, tu peux parler à la DSI, tu peux parler aussi effectivement aux responsables RSE. J'ai même parlé une fois au médecin du travail. Donc, tu vois, pour te dire. Ah oui. Et en fait, ça dépend vraiment de l'organisation aussi de la boîte. Mais donc, c'était une difficulté supplémentaire. Supplémentaire, ouais. En termes de développement en business. Tout à fait. C'était une difficulté supplémentaire. Et tu as réussi à identifier ceux qui étaient principalement décisionnaires sur ce sujet-là ou au final, vraiment, ça dépendait de l'organisation de l'entreprise? Vraiment, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Après, de plus en plus, tu vois, tu as aussi les product managers qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets et qui peuvent aussi être décisionnaires ou en tout cas parler aux bonnes personnes dans la boîte. Mais c'est encore un dilemme de tous les jours, même aujourd'hui. D'identifier le bon interlocuteur. Exactement. Donc, si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à les contacter. En préparant ce podcast, je suis tombée sur un témoignage que tu avais partagé et que tu avais reçu, que je vais lire, qui disait « C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que je t'écris ces quelques mots. Je viens de me connecter et de faire un premier essai de lecture sur la plateforme et les mots me manquent. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à lire sans que cela ne me coûte en fatigue et ne me demande de surconcentration. Comme si j'arrivais à percevoir ce que c'était de lire sans trouble dyslexique. Il s'agit là d'un électrochoc positif avec une forme de légèreté d'exécution qui se dessine en arrière-plan. » Magnifique témoignage, je m'en rappelle très bien. Et finalement, je crois que je fais ça pour recevoir, tu vois. Enfin, pas pour recevoir, mais en tout cas pour véhiculer ce message et me dire que ce qu'on crée au quotidien, eh bien, ça change réellement la vie de personnes et ça leur permet de retrouver le plaisir de lire et ça leur procure ces sensations de lecture. Et pour l'anecdote, cette personne, je crois que c'est une personne qui est en poste, qui a plus de 40 ans aujourd'hui et qui m'a dit, voilà, j'ai toujours eu des difficultés dans mon parcours scolaire et si j'avais eu une techno comme ça lors de mes études, ça aurait considérablement changé ma vie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer comme message parce que les personnes en situation de handicap sont souvent stigmatisées. Tu vois, on parle de dyslexie. Un dyslexique est souvent catalogué comme cancre, tu vois, mis au fond de la classe en disant mais toi t'as des difficultés de lecture, tu comprends pas. Et en fait non, pas du tout. Si on a des difficultés de lecture, on peut même pas lire l'énoncé. Donc, comment tu veux qu'on réponde à la question? Ouais. Et donc, finalement, ma mission aujourd'hui, c'est de donner le
plein potentiel académique pour que ces personnes vraiment puissent réussir leur parcours scolaire et puis aussi retrouvent le plaisir de lire, parce que j'avais entendu un jour un ministre de l'Éducation dire il faut prôner le plaisir de lire. Oui, c'est magnifique, mais quand on a des difficultés de lecture, comment on fait lire finalement, c'est horrible pour eux. Donc qu'est-ce qu'on crée pour les embarquer avec nous et pour leur redonner le vrai plaisir de lire? Alors, on va peut-être en parler juste après avec notamment la Fondation, parce que je crois que vous intervenez notamment au niveau des écoles et des universités. Exactement. Est-ce que c'est quelque chose que faisait déjà Adapt Mon Web avant la Fondation, et on va y venir? Oui, en tout cas, la société que j'avais repris, qui s'appelait Edodis, faisait déjà un petit peu ce travail de sensibilisation auprès des établissements scolaires. Mais là, finalement, avec le projet de la Fondation, on souhaite aller beaucoup plus loin. Notre but, c'est de continuer à développer cette plateforme d'aide à la lecture qui permet d'adapter tout type de documents et de l'offrir en fait gratuitement à tous les étudiants en situation de handicap pour leur permettre d'adapter leurs documents numériques, que ça soit scolaire ou leurs livres EPUB. Donc ça, c'est une des missions et on souhaite vraiment continuer ce travail qui est fait pour sensibiliser sur le sujet de l'accessibilité, mais aussi du handicap et notamment dédramatiser et montrer qu'en fait c'est des super-héros et qu'il y a une autre manière de penser, mais qu'on est tous différents et qu'il faut être inclusif. Car en plus, ce sont souvent des handicaps invisibles. Tout à fait. 80% des handicaps sont invisibles. Alors, quand on monte sa boîte ou quand on reprend une boîte, enfin, en tout cas, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on imagine développer sa boîte. Enfin, certains l'imaginent développer pendant des années, d'autres imaginent la revendre assez rapidement et ont fait cet objectif. Toi, tu faisais partie de quel clan? Moi, je me posais pas trop de questions. Je crois que j'avais une vraie vision d'où je voulais aller. C'était rendre le web accessible pour tous. Je m'étais pas vraiment posé la question. J'avais envie de continuer à développer ce projet qui aujourd'hui c'est une cause, tu vois, que je porte. Donc, pour être hyper honnête, je m'étais pas trop posé cette question. Et donc, un jour, il y a la rencontre avec Jonathan Cherki. Tu nous racontes? Oui, tout à fait. Rencontre avec Jonathan Cherki, qui s'est fait à l'intermédiaire d'une personne qui bosse déjà chez Content Square. Et pour la petite anecdote, je déjeunais avec cette personne et j'allais pitcher après mon projet au CCH pour avoir une subvention. Et lors de ce déjeuner, je lui dis est-ce que je peux te faire mon pitch, s'il te plaît, comme ça tu me conseilles un peu, tu me donnes tes retours. Et donc je fais mon pitch. Cette personne me dit voilà, c'est parfait. En revanche, je vais te mettre en contact avec Jonathan, puisque je pense vraiment qu'il y a des choses à faire avec Content Square. Et là, je me dis, génial, on va faire un partenariat commercial avec Content Square. C'est magique. On va pouvoir, continuer à développer, surtout Content Square, 700 clients à travers le monde, 700 clients prestigieux. Donc, je me suis dit, on va pouvoir vraiment accélérer dans l'implémentation de notre techno d'assistance. Et donc, le premier call avec Jonathan se passe. Et puis, en fait, très vite, je me rends compte que Jonathan souhaite aller plus loin que juste un partenariat commercial. Et donc, on signe un NDA et on va plus loin dans une discussion en se disant il y a une vision commune. Content Square travaille sur l'expérience utilisateur et finalement l'accessibilité fait partie prenante de l'expérience utilisateur. Et donc on en discute longuement puisque c'était quand même assez nouveau. Pour Content Square, ce sujet de l'accessibilité. Et puis, je dis aussi à Jonathan, mais qu'est-ce qu'on fait de mon projet à destination des étudiants? Enfin, ma techno B2B, je comprends très bien l'intégration pour les clients de Content Square. En revanche, mon autre projet, je vois pas où on peut aller. Et là, Jonathan me dit, on va créer une fondation, on va parler du sujet de l'accessibilité numérique pour tous et on va offrir toutes ces technos d'assistance gratuitement. Et on va travailler pour que le web devienne vraiment un espace inclusif et vraiment un web accessible pour tous. Et là, je me suis dit, ok, je lui fais confiance et j'y vais parce que l'aventure me semble magique et je crois que il faut savoir saisir des opportunités. Et là, c'était clairement une opportunité de dingue. C'est clair. Et donc ça, donc en octobre 2020, oui. L'annonce est officielle. Oui. Et avec ton équipe, vous rejoignez la grande licorne Content Square. Alors comment ça fait quand on est 6 et qu'on arrive
chez Content Square? C'est vrai que c'est particulier. On est 6 et on passe à plus de 1000 collaborateurs. Mais c'est là où on se rend D'un coup, il y a compte. beaucoup plus de collègues et de parties de baby-foot possibles. Exactement, il y a beaucoup plus de parties. Mais on était encore confinés, tu vois. Donc finalement, les parties de baby-foot, on les fait que maintenant. Non, effectivement, c'est une sacrée aventure. C'est là où on se rend compte que la culture d'entreprise est hyper importante. Et chez Content Square, il y a une vraie culture d'entreprise. Donc, on a tout de suite été très bien onboardés. Et on a fait quelque chose aussi. On a fait un séminaire avec des équipes de Content Square et mes équipes où on a travaillé sur une vision commune, une raison d'être commune et du coup un master plan commun en se disant OK, quelle est notre short-term vision, où on veut aller ensemble, quelle est la mid-term, quelle est la long-term. Et ça, en fait, ça a fédéré les équipes parce que chacun apportait finalement sa pierre à l'édifice et on arrivait vraiment à co-construire une vision commune sur ce sujet de l'accessibilité. En revanche, après, c'est vrai que dans les faits, ça a été compliqué parce que je te parlais d'évangélisation. Donc là, il a fallu évangéliser les équipes en interne sur ce sujet-là, commencer à créer une offre pour les clients aussi de Content Square sur le sujet de l'accessibilité. Donc, il faut mettre aussi tout le monde d'accord. Donc, il faut parler à toutes les parties prenantes. Donc, ça prend énormément de temps. Mais finalement, c'est hyper bénéfique. Et quand tu vois, je vois Lucie Buisson, qui est la CPO de Content Square, qui aujourd'hui porte pleinement et véhicule pleinement ce message d'accessibilité numérique. C'est magnifique parce que du coup, tu arrives à embarquer aussi les gens avec toi sur ce sujet et finalement, ça c'est assez magique. Comment toi, tu as préparé tes équipes à ce changement? C'est une bonne question. J'en discutais au moment de l'intégration et comme Content Square avait déjà racheté des entreprises, je leur ai dit comment vous avez fait. Et donc, on me dit, nous, la dernière fois, les anciens fondateurs ont expliqué le changement de gouvernance. Puis nous, on était dans l'autre salle. Puis à un moment donné, quand ils ont fini leur rendez-vous, on est rentrés en disant, bonjour, on est les nouveaux repreneurs. Et là, je me suis dit, non, moi, ça va pas fonctionner avec mes équipes. On est 6, on est hyper proches. Puis mine de rien, on partageait un open space. Enfin, ils voyaient bien qu'il y avait des choses qui se passaient, que j'étais peut-être moins disponible pendant toute la période de négo. Et là, on m'a laissé finalement beaucoup de liberté. On m'a dit, écoute Marion, c'est toi qui connais tes équipes, donc fais-le comme tu le sens. Donc moi, j'ai eu l'envie de qu'on se retrouve autour d'un déjeuner. Et là, je leur ai dit qu'il y a des choses qui se passaient et que potentiellement, on avait un repreneur, mais que c'était pour une nouvelle aventure et une très belle histoire et qu'on continuait à travailler sur le sujet de l'accessibilité numérique. Et là, spontanément, j'ai un de mes développeurs qui me dit, je sais qui c'est. Et là, je me dis, oups, alors? Et en fait, comme j'étais l'assista de Jonathan dans 40 nuances de Next, et bien là, il me dit, c'était l'assista de Jonathan Cherki, je suis sûre que c'est Content Square. Et donc là, tu vois, le non-verbal a parlé pour moi, et je me suis dit, oui, écoute, c'est Content Square, c'est vrai, alors qu'est-ce que vous en pensez? Et donc là, c'était génial parce qu'on a pu en discuter, et on a pu, moi aussi, j'ai pu les rassurer, parce que ça peut faire peur aussi de passer de 6 à plus de 1000. Et en fait, c'était hyper bénéfique et je crois que les équipes ont apprécié aussi cette transition en douceur et de leur montrer que on est encore une équipe. Et c'est vrai parce qu'aujourd'hui, c'est un projet intrapreneurial, tu vois, au sein de Content Square. Et donc, je les ai accompagnés aussi pour qu'ils comprennent que l'aventure allait être assez fantastique. Et ce leadership dont tu nous parles là, est-ce que c'est quelque chose que tu fais de manière assez intuitive ou est-ce que tu es coaché? Est-ce que tu as été chercher des conseils autour de toi pour savoir comment justement gérer intelligemment cette transition avec tes équipes? Je pense que je le fais d'une manière assez intuitive. Et en même temps, je me fais aussi coacher, mais par mes proches qui me connaissent aussi bien sur des sujets. Et j'ai pas mal aussi de personnes autour de moi qui ont monté des boîtes. Et donc, c'est important aussi d'aller se faire challenger sur son leadership, de prendre du recul. On m'a dit que de toute façon, la meilleure manière de créer quelque chose, ou en tout cas, il faut se faire accompagner dans la création. Et ça, c'était d'ailleurs des très très bons conseils qu'on m'avait donné pour prendre de la hauteur dans mon rôle de leader et de CEO à l'époque, d'aller chercher des personnes qui peuvent m'apporter une autre vision, d'autres challenges. Donc, je pense que c'est un petit peu les deux, mais spontanément, j'ai quand même aussi un petit côté leader en moi. Alors, on a parlé des changements pour ton équipe, mais qu'est-ce que ça a changé aussi pour toi? Parce que ça a dû changer pas mal de choses.
Oui, ça a changé pas mal de choses. Et en même temps, comme je te le disais, il y a cette notion intrapreneuriale aujourd'hui. Donc, je développe toujours le sujet que j'ai monté il y a 3 ans. Et ça, finalement, ça n'a pas de prix. Parce que Jonathan, tu vois, nous a fait confiance à mon équipe, à moi, et à miser sur ce sujet de l'accessibilité. Donc, je le remercierai jamais assez. Mais ce qui a changé aussi, c'est ce nouveau rôle de directrice de la fondation Content Square. Finalement, tu vois, la philanthropie, c'est nouveau. C'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour les équipes de Content Square. Donc là, je me fais quand même accompagner, tu vois, par des experts philanthropes, parce que c'est totalement différent de ce que je connais. Les termes sont totalement différents. On ne parle pas de levée de fonds, on parle de collecte de fonds. Enfin, tu vois, il y a un réseau quand même très particulier de donateurs. C'est un cercle assez fermé. Donc ça, c'est un challenge. C'est un gros challenge. Il y a un aspect légal et législatif qui est pas le même. Qui est pas le même en fonction des pays, qui est aussi totalement différent. Aujourd'hui, j'imagine que la fondation œuvre pas qu'en France. Exactement. Aujourd'hui, la fondation a été créée en France, mais on va devoir aussi ouvrir une fondation aux US, puisque Content Square a aussi beaucoup, de clients et de potentiels donateurs aux États-Unis. En fait, la législation est totalement différente et la fiscalité aussi. Et la culture de la fondation est complètement différente. Exactement. Les pays anglo-saxons ont beaucoup plus cette culture de give back que nous, en France, finalement, on n'a pas. Mais c'est bien parce que c'est un nouveau challenge et on va aller pouvoir dépoussiérer aussi, tu vois, cette notion de fondation et rendre les fondations accessibles et de les faire à notre image, tu vois, et aussi à l'image de Content Square. Donc ça, c'est quand même un nouveau challenge et ça change quand même pas mal mon quotidien. Et ton plus gros rapport d'étonnement? Mon plus gros rapport d'étonnement, c'est la structure, tu vois, finalement, en arrivant chez Content Square, cette notion on arrive à avoir une culture d'entreprise, la même dans les différents pays, alors qu'en plus, nous, on est arrivés, tout le monde était en remote, donc tu vois, comment t'arrives à créer cet engouement, cette énergie, alors que t'es à distance, tu vois, moi, surtout que j'aime bien quand on se voit, quand on parle, quand on brainstorm ensemble, donc là-dessus, j'étais quand même assez estomaquée de ce qu'ils étaient arrivés à faire. Et puis, il faut voir aussi le leadership de Jonathan Cherki qui arrive dans des réunions et qui emmène tout le monde avec lui, tu vois. Et ça, c'est vraiment waouh, c'est assez magique d'arriver à inculquer tout ça. Et tu vois, c'est marrant parce que Hotjar qu'on vient de racheter avec Content Square, eux, ils ont monté une boîte en full remote. Et je suis toujours étonnée de me dire, mais ok, on peut fédérer quand on a une vraie culture d'entreprise et qu'on a un vrai produit, une vraie vision. Bah, on arrive à embarquer les gens avec nous. Et ça, j'aimerais aussi pouvoir le faire sur mon sujet de l'accessibilité numérique. Jonathan, l'été dernier, quand c'était encore ton bro et pas ton boss, comme tu me disais off micro tout à l'heure, il t'avait posé cette question. C'est quoi ton rêve avec cette aventure? Si tu devais répondre aujourd'hui, tu dirais quoi? Je crois qu'aujourd'hui, mon rêve, et c'est d'ailleurs la mission de la fondation, tu vois, c'est d'être une major voice de l'accessibilité numérique et d'offrir à tous les étudiants en situation de handicap des technos d'assistance. Et donc, c'est de se dire que demain, en fait, la fondation Content Square, on la cite en exemple et on se dit qu'elle a permis de rendre le web un espace inclusif et accessible pour tous. Et il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets-là ou sur des sujets connexes avec lesquels vous travaillez? Oui, il y a d'autres acteurs, plutôt sujets connexes, très centrés éducation. Il y a un acteur d'ailleurs avec qui on travaille qui s'appelle The Valuable 500, c'est Caroline Cazet qui mène ce sujet et l'idée en fait c'est d'aller embarquer tous les CEO pour que l'accessibilité au global, pas que numérique, l'accessibilité au global soit on top des agendas des plus grandes entreprises dans le monde. Donc il y a pas mal de sujets connexes avec qui on va pouvoir faire, tu vois, des partenariats, notamment avec d'autres fondations, d'autres associations. Et c'est là où la fondation elle a vraiment un rôle à jouer, puisque on va aller chercher des acteurs qui travaillent sur des sujets connexes. On va aller financer des projets aussi pour investir dans la responsabilité sociale. L'idée c'est de mettre en exergue et d'aller mettre en lumière ces porteurs de projets qui sont souvent peu connus ou méconnus du grand public. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, Adapte mon web, c'est devenu un projet intrapreneurial que tu continues de développer au sein de Content Square. Tes prochains défis, du coup, avec Adapte mon web?
Alors, mes prochains défis, aujourd'hui, ils sont doubles. Donc, au sein de Content Square, c'est faire savoir aux clients de Content Square qu'on propose de les accompagner sur la mise en conformité de leur site web ou de leur interface digitale. Donc là, on vient tout juste, tu vois, de lancer un petit peu nos offres. Donc maintenant, comment on fait savoir qu'on peut aussi les accompagner là-dessus. Et mon plus gros challenge va être sur la partie fondation. Comment on structure nos projets, comment on va aussi aller chercher des fonds, tu vois, sur cette partie fundraising, comment on pitch un projet de fondation à des grands donateurs qui ont pas de temps, tu vois, sur des sujets qui sont déjà des grands philanthropes. Donc, comment on va arriver à se démarquer finalement du lot. Donc ça va être vraiment mon plus gros challenge aujourd'hui. Alors, quand on regarde dans le rétroviseur, tu disais que tu as repris cette entreprise en 2018, on est en 2021. C'est pas très long, mais en même temps, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 3 ans. De quoi tu es la plus fière dans cette aventure ? Je crois que c'est l'humain en fait. J'ai toujours été portée par une entreprise humaine et sociale. Et là aujourd'hui, quand je vois que mes équipes, personne n'est parti, tu vois, suite au rachat, ça fait déjà 1 an. Tout le monde se sent bien et vraiment bien et développe vraiment ces sujets. Et je crois que c'est ça qui me rend le plus fière. C'est la cohésion de ces équipes, l'intégration aussi des équipes de 16 qui ont su nous intégrer au sein de Content Square. Et je crois que ça me rend fière de voir que mes équipes s'épanouissent au sein d'un nouveau projet et d'une nouvelle aventure. Et si c'était à refaire ? Je crois que j'irai à fond, comme je l'ai fait il y a 1 an. On aime bien parler dans 40 nuances de Sista des premières fois d'entrepreneur. Ton premier dilemme ? Mon premier dilemme, c'était dans le cadre de cette reprise, tu vois, c'était de se dire, est-ce qu'on garde 2 produits ? Parce que, souvent on te dit, il faut pas trop se diversifier, il faut que tu aies une verticale, un produit. Et là, je commençais quand même avec pas mal de difficultés, tu vois, un projet à destination des élèves, donc dans le secteur de l'éducation, qui est un secteur, tu vois, EdTech, c'est quand même très très particulier aussi, puis un autre projet du coup B2B, et à un moment donné mon dilemme était de me dire est-ce que j'en choisis un plutôt qu'un autre. Et en fait, pour moi, ça allait de pair. Et donc, j'ai décidé d'accélérer sur les 2 en même temps, ce qui n'a pas été du tout facile. Et en fait, on se rend bien compte qu'au final, il y en a un qui accélère beaucoup plus vite. Et c'est d'ailleurs le projet B2B qui s'est beaucoup plus accéléré. Mais au début, j'étais assez utopiste et je me disais, on peut y aller simultanément et switcher aussi bien de la EdTech que de la tech. Et en fait, non. Pas si facilement que ça. Et ton premier fail ? Mon premier fail, c'était sur un rendez-vous, un tout premier rendez-vous où j'allais pitcher chez un gros client. Et donc, bien sûr, la question de qui est vos clients aujourd'hui et qui vous font confiance. Et là, je me suis dit, mais il faut que je les embarque avec moi. Et si j'ai pas des noms à citer, ça n'ira pas. Et donc, je me suis avancée sur des sujets qui n'était absolument pas signé, voire aux toutes prémices, tu vois, les discussions n'avaient même pas débuté. J'ai dit, oui, ils nous font confiance et ils viennent avec nous, alors que c'est pas du tout vrai. Je pense que l'interlocuteur en face s'est dit, il y a peut-être un petit peu de bullshit là-dedans. T'as signé avec lui au final ? Oui. Bon, alors. Tu vois. Le conseil qu'on t'a donné et que tu n'as pas suivi ? D'arrêter de sourire. C'est très bizarre comme conseil, mais alors, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. Déjà toute petite, j'avais une famille où le sourire c'est vecteur de beaucoup de choses et donc je souris tout le temps. Et on m'a dit un jour, peut-être que tu devrais moins sourire parce que finalement on va peut-être se dire que que tu connais pas très bien ton sujet ou que t'es pas à l'aise dans le sujet. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on me donne ce conseil-là ? Ce sourire, c'est moi et je vois pas pourquoi je suivrais ce conseil, je le trouve totalement nul. T'as bien fait de pas le suivre. Le conseil du coup que tu n'aurais pas dû suivre ?
d'embaucher quelqu'un de très spécialisé dans mon sujet. Au début, quand on se pose les questions du recrutement, on me dit voilà, il faut avoir un process de recrutement, il faut que tu te fasses accompagner par des gens qui connaissent très bien le sujet de l'accessibilité. Et finalement, ça a été un peu un fail puisque je me suis fait accompagner de quelqu'un mais qui n'avait pas cette vision tech et innovation. Et avant tout, il fallait qu'on arrive à embarquer sur une vision, tu vois, nos clients, en leur montrant que on avait un produit tech. Et donc voilà, c'est un conseil où je me suis dit, je pense qu'il vaut mieux que je m'entoure de gens avec qui j'ai une vraie appétence et un vrai projet commun versus quelqu'un qui est très spécialisé dans un domaine, mais qui m'accompagnera peut-être pas là où je veux aller. Le meilleur conseil que toi, tu pourrais donner? Je pense qu'il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Effectivement, l'entrepreneuriat c'est un risque, l'entrepreneuriat social parfois encore plus, mais je pense que quand on parle avec le cœur, ça se ressent. Et je pense qu'il faut aller au bout de ces initiatives et en tout cas ne pas avoir de regrets. Et je pense que ça c'est un vrai conseil que j'aurais envie de donner aux entrepreneurs de demain. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? On aime bien, dans 40 nuances de Next et donc dans 40 nuances de Sista, mieux connaître les femmes et les hommes qui se cachent derrière ces entreprises et ces belles réussites d'entreprise. Du coup, Marion, si je te dis cours d'école, tu me réponds quoi? Je te réponds Col Claudine. Et donc, il était jamais taché et il restait toujours impeccable? Oui, presque. Non, j'étais très studieuse et toujours tirée à 4 épingles. J'ai une maman, voilà, qui aime beaucoup la mode et qui m'habillait toujours très bien avec mes petits cols Claudine, très, très propres sur moi. Donc, tu faisais attention aux jeux dans la cour d'école? Un peu, et en même temps, j'étais un peu un garçon manqué, donc elle s'est très vite rendue compte que, bon, ça fonctionnerait pas très longtemps, tu vois, les cols Claudine. Est-ce qu'il y avait justement des activités ou des jeux qui étaient un peu précurseurs de cet engagement entrepreneurial? Précurseur, je ne sais pas. En revanche, ma passion, c'est la peinture. Depuis toute petite, je peins. Et c'est d'ailleurs ma maîtresse d'école qui avait dit à ma mère, je crois qu'il faut lui faire prendre des cours de dessin puisqu'elle a un petit don. Tu sais, les enfants, ils dessinent toujours les petits bonhommes avec des barres. Et ben moi, c'était un vrai bonhomme avec des dames qui avaient toujours des bracelets, qui étaient très bien maquillées. Enfin, tu vois, j'aimais bien vraiment dessiner, aller dans quelque chose de très visuel et très concret. Et donc, j'ai pris des cours de peinture et je me suis vraiment trouvé une vraie passion qui m'a accompagnée d'ailleurs jusqu'à l'école de commerce où après, j'ai moins eu le temps de continuer cette passion-là. Mais c'était un moment où je ne pensais qu'à moi. Et j'étais face à ma toile, tu vois, il y avait vraiment une rétrospective où voilà, ça me faisait beaucoup de bien. Et t'as pensé à en faire un métier à un moment? Oui. En tout cas, je me suis posé la question, puis j'en ai discuté avec ma prof aux Beaux-Arts et je me suis rendu compte que c'était pas facile, tu vois, de vivre de cette passion. Donc j'ai fait une école de commerce. La transition, tu sais. Et tu peins toujours aujourd'hui? Non, mais j'ai très envie de m'y remettre. J'ai essayé il y a 1 an et pour être hyper honnête, j'ai beaucoup perdu. Donc j'étais très mécontente de ce que j'ai produit. Donc je pense qu'il va falloir que je reprenne des cours. Mais j'ai très très envie de m'y remettre. Que tu te réinvestisses un petit peu. Un petit peu dans cette passion-là, ouais. Tu rêvais peinture peut-être quand tu étais petite, mais tu rêvais peut-être d'autres choses? Je rêvais d'être avocate. J'avais une passion pour ce métier. Pourquoi? J'avais une passion pour défendre son prochain, se dire que finalement le droit français, on est présumé innocent, donc comment on va aller, tu vois, travailler, construire sa plaidoirie. Enfin voilà, ça m'attirait énormément et j'avais fait mon stage au collège avec une avocate au pénal et j'avais été subjuguée par cette profession. Voilà, donc je rêvais d'être avocate. Et finalement non. Non, pas du tout. Non. Tu défends d'autres sujets. Je défends d'autres causes. Oui. Alors, tu nous as parlé de ton papa qui était entrepreneur. Il y avait d'autres sources entrepreneuriales autour de toi, d'inspiration?
Oui, mais cette source-là, enfin mon papa a quand même été vraiment le premier à me véhiculer finalement cette passion et cette liberté de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'avoir plein d'amis autour de moi qui ont aussi monté des sociétés, et donc on se challenge aussi beaucoup mutuellement. Et donc finalement, oui, c'est intéressant de pouvoir discuter avec ses pairs sur ces sujets-là, et quand on est bloqué, de se dire viens, on s'en parle, on parle de toute autre chose, mais on met sur la table une problématique, tu vois, plus que le sujet qui me pose problème, mais la problématique au sens large. En prenant aussi en compte ta personnalité, qui tu es, comment tu vas gérer. Exactement. Et eux me connaissent bien, donc ils voient aussi que la notion humaine ressort aussi dans beaucoup de ces problématiques-là, comment tu gères l'humain, et ça, c'est quelque chose auquel je fais très attention aussi. Mais oui, globalement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est du partage. Donc, il faut discuter, il faut aller se faire challenger. Et j'ai eu la chance d'être aussi accompagnée par des entrepreneurs qui m'ont aussi porté et mis sous leur aile en disant, voilà, Marion, n'hésite pas, contacte-nous. Et là, c'était dans le cadre de réseau, c'était dans le cadre de réseau. Dans le cadre de réseau, et ça, c'est très important d'ailleurs quand on se lance aussi de faire partie de réseaux, que ce soit Fondation Réseau Entreprendre, des fondations, enfin EdTech, où du coup j'avais vraiment des problématiques plutôt basées sur EdTech, et pouvoir discuter avec son réseau et remettre en perspective ces problématiques-là, c'est très important. Riche d'enseignement. Très riche d'enseignement. Parce que souvent, en fait, les jeunes entrepreneurs, ou les early entrepreneurs, se disent « Ah, j'ai pas trop parlé de mon projet. » Toi, là, ce que tu dis, c'est plutôt parlez-en un maximum. Parlez-en un maximum. Alors oui, bien sûr, il y a toujours cette notion de concurrence où parfois ça peut être très difficile de parler d'un projet qui est vraiment en early stage. Mais non, moi je pense qu'il faut en parler et puis il faut aller se faire challenger parce que moi quand je travaillais sur mon business model, mais tu t'imagines pas combien de business models. Enfin, tu vois, j'ai réfléchi à plein de choses différentes et si tu te fais pas le challenger, enfin, on est tellement plus, on fonctionne tellement mieux à plusieurs. Tu vois, donc moi je pense qu'il faut au contraire en parler, se faire entourer et se faire challenger ses idées. Parce que si on n'est pas challengé, on part souvent dans la mauvaise direction. Est-ce qu'il y a des gens, alors Jonathan, on a compris qu'il en faisait partie, mais d'autres personnes qui ont marqué comme ça ton parcours et dont tu voudrais nous parler? Oui, j'ai le père d'une amie qui est un grand entrepreneur qui a monté une très très belle PME qu'il a revendue entre-temps et lui il a toujours été de très bons conseils et il m'avait d'ailleurs dit Marion, si tu te lances dans ce projet d'accessibilité numérique, tu dois incarner en fait ton message. Tu dois incarner cette personne dyslexique qui a du mal à avoir accès à l'information, tu dois connaître sous le bout des doigts tes chiffres et tu dois porter ce projet comme une cause. Et au début, je m'étais dit, oui, c'est effectivement, mais ça me semblait, tu vois, difficile tout de suite à mettre en place. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es tellement porté par ton projet, en fait, ça vient à toi spontanément. Et qu'en fait, ce projet devient ta cause, mais sans rien faire, juste en la défendant au quotidien. Quand tu dis ça, c'est qu'au départ, quand il te le dit, t'intellectualises son conseil. Exactement. Et tu sais pas ça fait un peu flipper de dire... tu te dis, mais comment je vais être cette personne ? Je vais pas forcément me mettre en avant, comment je vais être cette personne. Exactement. Parce que j'ai envie qu'on parle du projet, tu vois, et pas de moi. Et donc, j'étais là, je comprends, j'intellectualise et je comprends vraiment le message. En revanche, moi, je veux qu'on parle de mon projet, je veux pas qu'on capitalise sur moi. Et en fait, tu te rends compte que le porteur de projet est aussi tout important pour véhiculer ce message, en tout cas le projet en tant que tel. Et surtout en début de projet. Exactement. Ils sont très associés aux entrepreneurs et aux personnes qui les portent. Exactement. Comment tu fais pour te ressourcer ? Où est-ce que tu vas repuiser ton énergie ? Dans ma famille. Enfin, j'ai un petit garçon de 2 ans qui me prend aussi beaucoup de temps. Hein. Enfin, tu connais ce rôle de maman. Mais finalement, c'est magnifique de le voir grandir et de voir sa vision des choses, son appréhension du monde. Et je crois que c'est vraiment des moments où j'arrive à déconnecter. Parfois, je me force aussi, tu vois, à déconnecter pour être pleinement disponible pour lui. Mais c'est là où j'arrive à me ressourcer. Voilà, c'est mon meilleur ami, tu vois. On partage des moments fantastiques et ça me fait un bien fou.
Alors justement, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur dans la tech, comment tu projettes tout ce qui se passe dans la tech avec les algorithmes qui demain pourraient potentiellement driver la vie de nos enfants? On a un podcast qui s'appelle Philosophie où on interviewe des jeunes de 7 à 18 ans sur leur rapport au digital en disant dans certains cas ils le subliment, dans d'autres cas ils le subissent. Et c'est aussi des questions de société finalement. Oui, tout à fait. Dans certains cas, ils le subliment et d'autres, ils le subissent. Et je pense que là-dessus, l'évangélisation et la communication, d'avoir un message, d'expliquer finalement comment on peut sublimer ce réseau-là. On peut avoir accès finalement à tout un tas d'informations, à tout un tas de personnes qui peuvent nous accompagner. En revanche, je pense qu'il faut aussi montrer les méfaits de ces algos et de ces réseaux. Et je pense qu'il faut en parler très tôt parce que finalement, les enfants ont dans les mains très vite des téléphones portables avec les réseaux sociaux associés. Et je pense que voilà, votre podcast là-dessus, il est hyper important pour montrer aux enfants qu'il y a aussi un côté très dark de cette utilisation d'Internet au global. Et je pense que ça doit passer par l'éducation. Et typiquement, il y a peut-être des nouvelles matières à inculquer, tu vois, dès le plus jeune âge, à l'école, sur des nouvelles technos et les usages finalement de ces nouvelles technos. En tout cas, c'est une de nos missions aussi. Aussi. Et toi, si tu avais 2 heures par jour en plus, tu les passerais à faire quoi? Écoute, je pense réellement que je me remettrais à peindre. Donc ça serait on top de mon agenda. Et je pense que maintenant, tu vois, de toucher du doigt, ou même plus que toucher du doigt, c'est une mission philanthropique et de give back. Je crois que j'aimerais m'investir, tu vois, dans une association et donner du temps. Donner du temps pour aider mon prochain. Et d'être... Sur un sujet en particulier? Peut-être un sujet qui est un petit peu différent de ce que je prône au quotidien, tu vois. À un moment donné, je m'étais renseignée pour faire, tu vois, des maraudes, essayer d'accompagner aussi des personnes qui sont en fracture de notre société, qui sont un petit peu lésées, et de se dire comment on les accompagne à se réhabiliter, à se sociabiliser avec notre monde qui va très 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 vite, ou alors accompagner des seniors. Je sais pas, tu vois, c'est assez flou, mais je crois que j'aurais envie de donner plus de temps aux autres, et en tout cas de donner mon temps aux autres. Et du coup, quelque chose qui est très ancré dans le réel. Et quelque chose qui est très ancré dans le réel, oui. Versus le digital. Versus le digital et l'accessibilité numérique qui est peut-être pas vraiment ancré dans le réel. Ouais. Quand tu penses à demain, tu vois quoi? Alors là, en grande utopiste, je vois un monde inclusif, plus tourné vers l'autre, en tout cas où on a plus envie de comprendre les différences de l'autre et de se dire qu'on peut accompagner sur des sujets et qu'on peut être différent et que cette différence finalement elle est belle et qu'on ne doit pas la pointer du doigt. Et si tu devais monter une autre boîte, ce serait dans quoi? Je crois que je peux pas te répondre. Je suis tellement pleinement investie dans mon sujet de l'accessibilité. T'imagines pas autre chose? Aujourd'hui, non, réellement. Et pourtant, je me pose la question, je me challenge moi-même, mais j'ai pas la réponse. Ça viendra peut-être un jour, ou alors pas. Ou alors pas. Waouh! C'est quoi ta plus grosse claque? Ma plus grosse claque, je pense, c'est quand j'ai signé avec Jonathan, où je me suis dit mon Dieu, on y va, on rejoint Content Square et Content Square s'investit dans l'accessibilité numérique et en fait sa raison d'être. Parce que tu vois, aujourd'hui, Content Square crée de meilleures expériences digitales pour tous les utilisateurs. Et donc en gros, notre sujet est ancré dans la raison d'être de Content Square. Et je me suis dit, oh, mon Dieu, mais une scale-up qui a une telle notoriété, une telle actualité, investie sur ce sujet méconnu, mon Dieu, c'est pas possible, tu vois. C'est comment c'est possible que Jonathan Cherki s'intéresse à ce sujet et se sente pleinement investi aussi de cette mission. Et ça a été une grosse claque. Et ça a été surtout un waouh. Et ce waouh, vous l'avez signé en présentiel ou vous avez signé à distance? Non, malheureusement à distance. En plus, Jonathan était à New York, oui. Donc tu vois, non, on l'a fait à distance. Et d'ailleurs, c'est un peu un des regrets parce que tu vois, normalement, tu dînes ou tu bois un coup, enfin, tu célèbres en tout cas, tu vois, ce rapprochement qui marque quand même une nouvelle trajectoire. On a su se rattraper après, mais sur le coup, non, c'était en distanciel.
Donc du coup, t'as trinqué. J'ai trinqué. J'ai quand même trinqué. Oui. Puis j'ai trinqué avec du coup les équipes et puis ma famille. Et nous, on s'en rappelle encore tous. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace? Être une femme dans la tech, c'est difficile. Et ça m'agace. Ouf, je te l'ai pas posé. Ouf. Non, ça m'agace un peu parce que du coup, on est vraiment dans cette notion être une femme et en plus dans la tech. Enfin, j'ai l'impression qu'on doit se justifier des deux sujets et au lieu de se dire parle-nous de ton parcours. Enfin, tu vois, j'aime pas qu'on pose des mots là-dessus ou en tout cas stigmatiser le fait d'être une femme. Et puis cette notion, c'est pas difficile. Enfin, tu vois, la vie d'entrepreneur, c'est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Être un homme, être une femme. Enfin, voilà, c'est pas genré. Et donc, c'est souvent une question qu'on me pose et ça m'agace un peu parce que je sais pas comment y répondre et surtout, j'ai pas envie d'y répondre. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va pas y répondre. La question qu'on ne te pose jamais, mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi. Tu me poses des cols, Solène. Qu'est-ce que vraiment la dyslexie? Tu vois, alors, tu nous expliques? La dyslexie, c'est un trouble cognitif. Il y a plusieurs stades de dyslexie, mais finalement, c'est une difficulté de lecture. Parfois, on inverse des lettres, on inverse des mots, on saute des lignes. Donc, tu vois, on a du mal à voir le début et la fin d'une phrase. On a du mal dans la prononciation des sons. Et finalement, c'est un sujet hyper intéressant, mais on ne pose pas assez la question de qu'est-ce que vraiment, tu vois, et comment on la détecte aussi. Et comment on la détecte. Et la détection est pas simple, et du coup, c'est pour ça que c'est assez bien cadré par des pros de santé. Mais c'est finalement aussi comment on accompagne cette dyslexie. Parce que c'est juste une difficulté de lecture. Et aujourd'hui, grâce au numérique, on peut faire plein de choses. Donc, c'est une question auquel moi, j'ai souhaité répondre par ce projet du coup entrepreneurial. C'est une difficulté de lecture, mais c'est aussi une difficulté pour apprendre aussi. Tout à fait, c'est intimement lié. Oui. Finalement, ça découle en difficulté d'apprendre puisque ta difficulté de lecture ne te permet pas d'avoir la meilleure compréhension de ce que tu lis. Ou tu mets beaucoup plus de temps que les autres pour intégrer les choses, etc. Exactement. J'imagine que du coup, l'épreuve de poésie doit être aussi compliquée. Pas simple, effectivement, mais tu vois, il y a pas mal de célébrités et d'ailleurs de grands entrepreneurs dyslexiques, notamment Richard Branson, tu vois, de Virgin. Et ce qui est génial, c'est qu'il en parle ouvertement et qu'il prône, tu vois, ce super pouvoir ou en tout cas cette manière de voir d'autres choses. C'est les dyslexiques, on est très imagé, tu vois. Donc du coup, effectivement, on perçoit d'autres éléments et d'autres choses. On arrive vers la fin de cet entretien. Si toi, tu avais dû choisir une sista, tu aurais choisi qui ? Alors, je choisirais Valentine Colomb, qui est cofondatrice de Redonner. Et Redonner, c'est une solution digitale qui permet aux marques et aux enseignes de mode d'encourager et de récompenser les dons de textiles de leurs clients. Et du coup, Valentine a monté ça avec Alexis. Et je trouve ce projet d'économie sociale et circulaire assez fantastique. Eh bien, super pour ce coup de projecteur. On ira voir. En attendant, Marion, mille merci pour cet échange, pour ce sourire. Merci. Et pour cette bonne humeur. Et longue vie à Adaptement Web. Oui, merci. Et à Content Square, du coup. Et à Content Square, bien sûr. Merci. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.